Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli à Sigiri par une population en liesse. Kassory Fofana était porteur de messages du chef de l'État dans la cité de l'Or. Fin à Boké des travaux de construction de l'usine de fabrique d'explosifs à usage civil. Objectif réduire les commandes d'explosifs pour l'amélioration des conditions de travail des sociétés minières. La branche américaine du comité interafricain lance la 4e édition de Vacances sans excision, un camp pour initier et apprendre aux enfants la culture africaine. Pendant une semaine, les tout-petits vont apprendre à comment faire le ménage. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans cette édition d'information. Le Premier ministre et chef du gouvernement a été chaleureusement accueilli par les populations de Sigiri. Dans la ville aurifère, le Premier ministre Kassory a rassuré les citoyens de Sigiri de l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à œuvrer pour le développement de la localité. Adi Camara nous signe ce reportage. Bienvenue à Sigiri, l'une des zones minières du pays. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana est venu à Mandembere transmettre à cette population le message de paix, de réconciliation et d'unité nationale du professeur Alpha Condé. Ici, au centre culturel de la préfecture, jeunes, femmes, sages, chefs religieux et autres responsables locaux de la préfecture étaient tous mobilisés pour accueillir le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Moment propice pour la population de Sigiri de réaffirmer sa détermination à soutenir les actions de développement du professeur Alpha Condé, chef de l'État. Message éloquemment exprimé ici par le préfet de Sigiri. Sigiri est l'une des préfectures les plus engagées dans l'application du programme de développement du professeur Alpha Condé. Agriculture. Sigiri possède 500 000 hectares de superficie cultivable sur coteaux, 25 000 hectares de plaine et de bas-fonds. Chaque année, les paysans labourent et ensemencent 15 000 hectares de riz, 15 000 hectares de maïs et 10 000 hectares de cultures variées. Ils achètent au comptant 20 milliards de francs guinéens d'intrants agricoles, occupant ainsi la première place dans le pays. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a expliqué en long et en large les réformes engagées par l'État et la solvabilité de la Guinée face à ses engagements avec les partenaires. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer le tissu social, la cohésion et l'unité nationale. Nous avons un pays qui était au creux de la vague parce que la Guinée faisait la risée du monde entier. Le professeur Alpha Condé a pris son bâton de pèlerin pour redonner à la Guinée la place que nous méritons. Aujourd'hui, la Guinée est fréquentable. La vitrine de la Guinée, c'est la capitale. Une capitale, quand il prenait les affaires dans l'obscurité. Une capitale où il était impossible de recevoir un étranger parce qu'il n'y a pas de terre. Une capitale où les rues sont impraticables. Aujourd'hui, je le disais au notable il y a un instant, Conakry peut se comparer un peu en termes hôteliers, un peu à la Côte d'Ivoire, un peu à Dakar, grâce au professeur Alpha Condé. Nous avons mis sur notre agenda comme priorité pour la Guinée l'ordre public, la sécurité des Guinéens, la paix des Guinéens. Nous ne permettrons à personne de perturber leur public dans l'impunité. La loi sera respectée désormais.
le pays sera conduit avec fermeté. Il y va de la paix sociale, il y va des possibilités de développement, il y va de l'avenir de la Guinée. Nous ne pouvons rien faire pour cette jeunesse en détresse, qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations du professeur Alpha Condé. Avant de quitter Mandembere, Dr Ibrahima Kassory Fofana a rendu visite au Sotikemo de Sigiri, Draman Magasuba. La couleur blanche, signe de paix, de pureté et de noblesse, exigée à la deuxième soirée de la Mamaya à Kankan. Hommes et femmes dignement vêtus ont réussi une belle chorégraphie avec des pas de danse significatifs. Le CD Diamanadia numéro 4, de la tradition à la modernité, avec nos envoyés spéciaux Aboubakar Sidiki Souma et Diamokaba. Considérée comme un vecteur d'expériences collectives et sociales les plus réjouissantes, la Mamaya reste le symbole important de Nabaya. L'une des beautés de cette initiative fédératrice réside dans la diversité des tenues dans lesquelles elle est dansée. Cette deuxième soirée, les membres du CD Diamanadia numéro 4 arborent fièrement la tenue blanche. Des tenues blanches exigées, confectionné avec dextérité, une vieille tradition de plus d'un demi-siècle. La deuxième journée avec les couleurs blanches, c'est des couleurs de paix, de cohésion à Kankan, Nabaya, parce que c'est pour cela que le mot Nabaya, ça existe à Kankan toujours. Souvent, si les étrangers viennent, on les reçoit comme les Kankanka. C'est pour ça qu'on appelle souvent Nabaya. C'est pour ça que le deuxième jour, on porte les couleurs blanches. Espace de découverte, cette rencontre autour de la Mamaya témoigne de la volonté de ces jeunes à immortaliser ces pas de danse transmis de génération en génération. Des pas variés sont présentés pour réapproprier le rythme des ancêtres. Les importants du 3 pas là, c'est pour faire plaisir les gens, avec la canne, avec les mouchoirs blancs. Toujours, quand même, les 3 pas, les 4e pas là, toujours les mouchoirs blancs s'accompagnent. Quelle que soit le tenue du Mamaya, premier jour, deuxième jour, troisième jour, toujours ça s'accompagne avec cette mouchoir blanc. Cette mouchoir blanc qui montre qu'il y a la paix chez nous, il y a la cohésion. On reçoit les étrangers avec ça, avec une mouchoir blanche. Avec sa canne et son mouchoir, Sori Kaba démontre avec maestria son savoir-faire qui concilie tradition à la modernité. Ces retrouvailles symbolisent la fraternité humaine à travers la danse. Une danse perpétuée par les organisations sociales ici à Kankan. Elle est aussi symbole d'unité et de cohésion, attire du beau monde venu de tous les horizons. Le processus valorise le riche potentiel du patrimoine historique et culturel de la Guinée. Une belle rencontre qui sera bientôt institutionnalisée. Fin à bouquet des travaux de construction de l'usine de fabrique d'explosifs à usage civil. L'objectif est de réduire l'importation clandestine des explosifs et aussi améliorer les conditions de travail des sociétés minières. Présent sur le site, Dr Mohamed Djané a procédé à l'inauguration de la dite usine. Sergent-chef Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. Un an après le lancement des travaux de construction de cette usine de fabrique d'explosifs à usage civil, la société Oxine Mining Service et le groupe Norenco de la Chine livrent l'ouvrage aux autorités guinéennes. Ici, 200 emplois directs et indirects sont prévus. Sous la direction clairvoyante de Monsieur le ministre, avec l'aide et le soutien de toute la structure du gouvernement, grâce au support des actionnaires, avec le soutien de la population de Tolaki et la relation amicale, nous avons pu déterminer les travaux de construction et d'installation pour le parc industriel d'explosifs à usage civil à Bokeh.
La réalisation de ce complexe industriel va permettre aux différentes sociétés minières de la place d'en tirer profit en vue de leur épanouissement. La construction de l'usine d'explosifs à usage civil que nous inaugurons aujourd'hui répond donc à cet impératif de développement du secteur minier, faisant de notre pays un des géants de l'exploitation bauxitique dans le monde. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, remercier nos amis chinois pour la réalisation de cette infrastructure industrielle qui va non seulement satisfaire les besoins d'explosifs à usage civil pour lesquels elle est réalisée, mais aussi de trouver des emplois pour beaucoup de jeunes diplômés dans notre pays. Bâtie sur une superficie de 9,50 hectares, cette usine implantée à Boké dans la zone de Tolagui permettra aux sociétés minières de se procurer des moyens de travail en réduisant les multiples commandes d'explosifs à partir de l'extérieur. Et puis le contrôle de la conformité des travaux de construction des immeubles dans la commune de Kaloum se poursuit. Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des règles. Parmi une trentaine de chantiers visités par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, une dizaine ne répond pas aux règles en vigueur. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Après l'effondrement d'un immeuble à Koronti, entraînant 4 morts il y a près de mois, une mission d'inspection de tous les chantiers d'immeubles à Conakry avait été ordonnée par le chef de l'État pour examiner de près la manière dont sont exécutés les travaux de construction des différents immeubles. Aussitôt, le ministère en charge du secteur a initié les tournées d'inspection. Les premiers résultats sont édifiants. Près d'un tiers des promoteurs n'ont pas de permis de construire. À plusieurs endroits, la qualité des infrastructures en construction présente des risques. À date, 36 immeubles ont été inspectés jusqu'au 23 août. Après analyse des dossiers, il se trouve que parmi ces 36 immeubles-là, 21 immeubles sont autorisés. C'est-à-dire qu'ils ont le permis de construire. Et 15 immeubles ne sont pas autorisés. Les missions d'inspection ont été menées en partenariat avec les représentants des ordres nationaux des architectes et des ingénieurs. Tous saluent l'avènement d'une ère où le gouvernement s'engage à promouvoir leur implication dans le secteur de la construction. Il faut tout d'abord saluer cet élan du ministère qui a, pour une première fois, associé les ordres professionnels dans l'inspection des bâtiments de la capitale et plus tard vers l'intérieur du pays, puisque ça permet non seulement de sécuriser les Guinéens dans leur investissement immobilier, mais aussi sécuriser la vie des Guinéens aussi qui vont travailler ou habiter dans ces bâtiments. Il y a certains chantiers qui n'ont même pas d'ingénieurs. Et parfois on trouve des ingénieurs mais qui ne sont pas membres des ordres professionnels, des ingénieurs ou des architectes. Donc nous, comme je vous ai dit tantôt, on veut sensibiliser les propriétaires à avoir des contrats dûment signés avec les bureaux d'études, avec les architectes et les ingénieurs. Parce que pour construire un bâtiment multi-étagé, c'est-à-dire un bâtiment de R+1 jusqu'à R+X, c'est que nous devons faire la topographie, l'étude du sol, le sondage géotechnique, l'architecte propose les plans et l'ingénieur fait le calcul structural des ciments de fondation, l'ossature, la structure jusqu'aux charpentes. Pour l'heure, les chantiers de construction d'immeubles sont à l'arrêt à Kaloum. L'équipe d'inspection entend formuler des recommandations au ministère de la Ville pour la réouverture dans un premier temps des chantiers des 21 immeubles ayant l'autorisation de construction sous réserve de correction des manquements constatés. Le sort des 15 immeubles n'ayant pas d'autorisation de construction sera davantage étudié. Pendant ce temps, la mission est attendue dans les autres communes de la capitale après Kaloum. Contrairement aux rumeurs, le projet d'extension de la zone est du port autonome de Conakry sera exécuté par l'entreprise chinoise Chek. La concession scellée récemment avec le groupe turc ne remet pas en cause ce projet de modernisation des infrastructures portières de la zone Est d'un coût global de plus de 700 millions de dollars. Entre autres composantes, il est prévu dans le protocole d'accord public-privé la construction d'une pénétrante routière pour la décongestion de la plateforme portuaire.
Pour la mise en œuvre de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural, le programme de productivité agricole poursuit son soutien institutionnel pour renforcer les capacités et améliorer la mobilité des acteurs. Objectif, lutter contre la lourdeur administrative et améliorer le rendement des producteurs à la base. Fodé Camara. Avec 23 millions de dollars, la deuxième phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest s'amorce par la distribution de 4000 tonnes de semences et plus de 300 géniteurs pour promouvoir l'élevage de la chèvre rousse de Maradi importée du Niger. Une espèce caprine, précoce et productive dont l'introduction en milieu paysan réconforte les autorités de la Chambre nationale d'agriculture. Vraiment, même si tous vos soutiens se limitaient à ça, on est satisfait. Parce que nous avons reçu des semences de riz, de soja, nous avons vu les chèvres, de maïs et l'accompagnement. Et surtout votre projet de Houcher là, quand j'ai vu un peu le travail que vous avez abattu, vraiment, j'étais émerveillé. L'intervention du programme de productivité touche quasiment tous les départements du développement rural. Une intervention accompagnée par une stratégie d'appui institutionnel pour faciliter le rôle d'interface entre l'État et les producteurs à la base. La Chambre nationale d'agriculture reçoit son lot d'équipements informatiques avec des accessoires de sécurité comme des onduleurs. C'est la deuxième fois, après les motos, voilà les équipements dont on avait sérieusement besoin. Monsieur Méry vient de vous dire qu'ils vont ressortir très bientôt. Chaque 2 ou 3 mois, je suis obligé de louer 2 ou 3 véhicules et prendre toute mon équipe avec des petits ordinateurs portables pour faire toute la Guinée et même les sous-préfectures, chaque 2 mois, pour aller voir des vigiles, le déroulement de la campagne agricole, prendre des notes et revenir faire des saisies, m'imprimer. Donc il n'y a pas de base de données. Donc c'est pour vous dire combien de fois je suis très heureux pour l'acquisition de cet équipement. Le coût de ces équipements informatiques distribués au département du développement rural et autres organes d'exécution s'élève à près d'1 milliard de francs guinéens. Précédemment, 212 engins roulants, dont 200 motos tout-terrain et 12 pick-up ont été répartis aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Une initiative qui touche l'agriculture, l'élevage et la pêche par l'empoisonnement des étangs et mares du pays. Autre sujet d'actualité, 101 lauréats guinéens s'apprêtent à s'envoler pour la Russie au titre de l'année scolaire 2018-2019. Ils bénéficient de bourses offertes par la compagnie Russal pour étudier dans des filières adaptées aux objectifs de développement de la Guinée. La qualité de coopération entre Moscou et Conakry est une fois encore confirmée. Le point avec Francis Collier. Ils sont 101 jeunes Guinéens à bénéficier de la bourse Russal 2018 au terme d'un concours que le groupe a lancé récemment. Ces jeunes boursiers sont repartis entre des institutions de perfectionnement en Russie. Ils poursuivront leur formation supérieure dans des domaines liés aux mines, à la médecine, les logistiques, la jurisprudence ou encore la gestion du personnel. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, tient particulièrement à la bonne formation des étudiants guinéens en adéquation avec les besoins du secteur de notre économie, créateur d'emplois et de richesses. C'est pourquoi le programme de formation de ces nouveaux boursiers prévoit, comme cela a été rappelé précédemment, des spécialistes des secteurs miniers. Vous comprendrez donc, très chers étudiants, l'espoir que la Guinée, votre pays, place en vous. Je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance et présenter dignement notre nation durant toute la durée de votre formation.
Ce n'est pas seulement l'envie de se voir en Occident, mais c'est juste, c'est-à-dire une formation et se retourner, aider le pays, parce que les parents nous attendent, le pays nous attend, donc on représente aujourd'hui une nation, un pays. Ces bourses d'études de 6 ans vont coûter à Rusal plus de 5 millions de dollars US. Un geste qui traduit de l'excellence des relations entre Moscou et Conakry. Le premier programme, nous avons effectué en 2011, oui, et maintenant beaucoup d'étudiants sont terminés ces études. C'est pourquoi nous félicitons les étudiants de cette année et nous souhaitons à tout le monde bonne chance et bonne étude en Russie. Ces jeunes ont été sélectionnés parmi des milliers et ils ont passé une épreuve extraordinaire. Mais ce que j'aimerais bien encore souligner, ce ne sont pas seulement les meilleurs, mais les plus belles. C'est pourquoi, d'ailleurs, 10% des étudiants, même plus, sont des filles. C'est pourquoi je veux préciser que ces étudiants-là vont représenter pas seulement la fierté de la Guinée, mais la beauté de la Guinée. Les filières de formation de ces boursiers sont choisies selon les besoins en ressources humaines exprimés dans le domaine des mines. Pour réussir cette mission de formation en Russie, le représentant des lauréats de 2011 a encouragé les nouveaux boursiers à plus de rigueur dans le travail. Bientôt la conférence internationale du Parlement africain. La rencontre est prévue à Rabat au Maroc. Les préparatifs de cette deuxième édition vont bon train. En témoigne la visite de travail dans notre pays de la présidente de l'institution. La MUFA de Ratoma est choisie comme point focal pour la sous-région. Fatima Tebari. C'est une étape décisive dans les préparatifs de la conférence de Rabat prévue au mois de décembre prochain. À Conakry, depuis quelques jours, la présidente du Parlement africain de la société civile du Maroc, Samira Yasni, rencontre les porteurs de projets pour préparer la deuxième édition de la conférence du Parlement de la société civile africaine. Ici, à la MUFA de Ratoma, les échanges ont porté sur le choix de cette structure comme point focal en Afrique de l'Ouest. On a décidé d'organiser des réunions préparatoires pour la conférence de Rabat et avec une large consultation. J'ai trouvé la MUFA Ratoma, elle est bien présentée. La MUFA d'une manière générale, elle est bien représentée en Guinée. Elle travaille sur l'approche genre, sur l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, et ça va être l'un des sujets qui vont être traités à la conférence de Rabat, parce que la grande majorité des femmes africaines émigrent vers le nord de l'Afrique pour transiter en Europe. Donc elles traversent le désert, et vous savez, la traversée des déserts, c'est pas facile pour les femmes et les petites filles. Le combat de ces femmes pour l'autonomisation de leur père leur a valu la confiance de la junte féminine du continent. Les responsables de la mutuelle de Ratoma se préparent activement pour une participation honorable à cette conférence de Rabat. Elles vont animer un panel sur la migration irrégulière des femmes. Nous allons nous y mettre. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes, nous n'avons pas de problème parce que cela fait partie des objectifs de notre MUFA. Ensuite, pour l'immigration clandestine, nous sommes en train de travailler et nous allons travailler pour assister au panel et pour avoir un rendement meilleur. Nous trouvons que cette marque de confiance qui a été placée à nous et qui converge avec nos objectifs nous honore et nous amène à nous engager davantage dans la mission qu'on nous a confiée, à savoir devenir le point focal pour les préparatifs de cette conférence à Rabat. Parce que quand tu prépares bien une conférence, tu es sûr que le succès sera là. La MUFA de Ratoma accompagne les femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle est aussi une plateforme de sensibilisation des jeunes et des femmes sur les méfaits de la migration irrégulière.
Après ce reportage de Fatimatou Diallo, on en vient au congé d'été, un moment à risque pour les jeunes filles, une période où elles subissent les mutilations sexuelles. Pour parer à ce fléau, la branche américaine du Comité interafricain lance la 4e édition de Vacances sans excision. Pendant une semaine, les tout-petits sont sensibilisés, une stratégie pour combattre les mutilations génitales féminines. Fatoumata Samoura est notre correspondante aux États-Unis. Glen Echo Park. Dans ce paysage pittoresque, au son de balafon et de tam-tam, la branche américaine du Comité interafricain lance la 4e édition de Vacances sans excision, un véritable camp d'initiation où les enfants vont apprendre les valeurs ancestrales et coutumes africaines sans être mutilés. À travers des témoignages de victimes, aujourd'hui devenus mentors, les enfants percent le mystère de l'excision et des MGF. Nous savons que tous les enfants et toute personne a au moins un talent qu'il peut utiliser pour éradiquer les pratiques néfastes. Donc cette année, nous avons partagé les enfants en 3 groupes, de 5 ans à 7 ans, de 8 ans à 9 ans et de 10 ans et up. Ils ont été formés par des encadreurs. Il y a eu aussi d'autres organisations qui ont participé également à cette activité. Et cette année, je pense que le message a été transmis. Placé sous le thème « Utilise ton talent pour éradiquer définitivement l'excision et les MGF », cette retraite mobilise la communauté africaine dans des groupes de travail et par le biais de dessins, sketchs et de simples mots, les enfants dénoncent les pratiques néfastes à leur santé, mais aussi développent des stratégies de lutte contre l'excision. Nous apprenons aux enfants beaucoup de choses sur l'excision. À travers ces informations reçues, ils pourront sensibiliser le public. Ainsi, nous pourrons vaincre ces pratiques d'une autre époque. Nous voulons encourager les filles et les garçons à se joindre à la lutte contre l'excision parce qu'ils sont de futurs législateurs en Amérique et en Afrique. Ils pourront ainsi contribuer à la prise de conscience sur les 2 continents. La branche américaine du Comité interafricain se fixe pour objectif éradiquer toutes les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des filles et des femmes. Ce combat est mené en tandem avec d'autres pays, organismes et ONG. Et puis c'est le mois de la forêt, direction donc Macenta pour démontrer que cette ressource est essentielle pour le développement. Des séances de reboisement ont été organisées, de nombreuses essences fruitières ont été mises en terre en présence de plusieurs acteurs environnementaux. Mamadou Alpha Baldé, reportage. La préfecture de Macenta est l'une des toutes premières dans la production locale du bois. Pour pérenniser cette ressource qui se raréfie dans le pays, le reboisement est un passage obligé. Le slogan dit nouveau plan pour un arbre coupé fait écho. Dans la sous-préfecture de Milikala à Macenta, la filière bois locale, avec l'appui technique des services du ministère de l'Environnement, reboise environ 3 hectares. Le gouvernement a accepté de libérer la consommation locale. Et dans ça, c'est défini dans l'arrêté de réglementation de l'exploitation forestière auprès des agréés qui doivent passer à des reboisements chaque année. Et nous sommes là, nous savons que vraiment les prélèvements que les gens font, c'est pour baisser la satisfaction locale, l'urbanisation galopante et d'autres infrastructures à construire. Et que si nous acceptons, le gouvernement d'abord a accepté de faire ça, nous devrons y penser pour la génération présente et future, sans créer l'abus dans les périmètres villageois et même autour des massifs qui sont protégés et surtout libérer les forêts classées. Cette opération de reconstitution du couvert végétal s'inscrit dans la dynamique du mois de la forêt guinéenne.
Pour sa réussite, l'implication des populations locales dans la préservation des espaces reboisés est obligatoire. Ce que nous coupons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons planté, mais on en bénéficie aujourd'hui. Donc pour ça, il faudrait aussi qu'on laisse des traces pour que demain, après-demain, que leur progéniture ne puisse pas les insulter pour dire qu'ils ont dévasté la forêt de Binikala. Raison pour laquelle aujourd'hui nous reboisons à Binikala. Qu'ils surveillent ce qui est fait, qu'ils sachent que c'est pour eux, qu'aucun feu de brousse n'arrive. Chaque fois que nous allons planter, nous allons couper un bois, nous allons planter 10 à la place. De Koyama, Zébéla, Fassankoni, un peu partout à Massanta, il y a eu une mobilisation extraordinaire. Ce que nous invitons à la population, c'est de préserver ce que nous sommes en train de faire. En faisant quoi? En évitant que le feu ne brûle cet espace. Que le feu ne brûle cet espace. Que chacun soit un surveillant. Que chacun fasse une prise de conscience pour surveiller vraiment ce domaine, afin que ces bois-là puissent nous servir aujourd'hui et demain. Face à l'inquiétant recul des forêts, le département de l'environnement et ses partenaires comme la filière bois comptent restaurer 1000 hectares cette année. Le défi de l'entretien jusqu'à la maturité des plants sera un combat de tous les jours. Toujours dans l'actualité de chez nous, dons de vivres et de cadeaux pour les enfants déshérités de Bambeto et le centre d'accueil Humanisme sans frontières. C'est un cachet spécial à Tabaski du ministère de l'Action sociale et le Croissant Rouge turc. Nos reporters ont tourné un regard bienveillant sur cet acte humanitaire. Lancé Kamisoko, Mohamed de Camara. À l'occasion de la fête du sacrifice, les bienfaiteurs ont redonné du sourire aux couches vulnérables. C'est ainsi, le ministère de l'Action sociale et le Croissant Rouge turc ont entamé une série de distributions de vivres aux orphelinats de la capitale. C'est le cas par exemple de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto et le centre d'accueil humaniste sans frontières de bénéficier de ces vivres. Il faut savoir que le nombre d'associations et de bénévoles turcs venant en Guinée s'accroît d'année en année. L'objectif primordial est de partager avec tous ceux qui sont dans le besoin. Là commence la fête, donc vive la solidarité. Faire des dons aux populations vulnérables, celles qui sont en prison, celles qui sont malades, celles qui sont dans les orphelinats, mais aussi les musulmans qui sont dans les mosquées. Et nous le devons à la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, qui a permis à la Guinée de s'ouvrir à d'autres pays, notamment la Turquie. À travers ce don, composé de sacs de riz, des bidons d'huile, des boîtes de tomates, de la viande et des jouets, ces enfants en situation difficile ont enfin le sourire aux lèvres. Voir même la ministre en personne de se déplacer, venir au l'aide des enfants déshérités, nous sommes très contents de ça, puisqu'il n'y a pas un orphelinat en Guinée plus pauvre que l'aide des enfants déshérités, puisque même moi, le fondateur, je suis déshérité. Au total, 150 bœufs ont été abattus et distribués à plus de 4500 familles et orphelins de Conakry et environnants. Des bœufs offerts par le Croissant Rouge turc, venus spécialement fêter la Tabaski avec les Guinéens. C'est le fruit de la coopération guiné-turque dans le domaine social amorcé par les deux présidents, le professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan. 25 août 2018, voilà 60 ans que le général de Gaulle se rendait en Guinée pour encourager les Guinéens à voter oui pour la communauté franco-africaine. Mais le discours de Sékou Touré va provoquer l'effondrement de l'empire colonial français. Une phrase choc va traverser le temps et pourtant ce discours dans son intégrité paraît très ouvert. Aboubakar Kamara a rencontré pour vous des historiens. C'est le grand format du jour. Il est en tournée en Afrique depuis 5 jours. Le 25 août 1958, l'avion du général de Gaulle atterrit à Conakry. Le chef du gouvernement français vient défendre son projet constitutionnel qui doit marquer la naissance de la communauté française. Pour la Guinée, c'est le jour du destin. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté
souhaiter dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage. Cette phrase choc fera le tour du monde. Elle enthousiasme les peuples épris de liberté et de justice, mais provoque la rupture avec la France. Pourtant, elle est dite au milieu d'un discours ouvert au projet de communauté de De Gaulle. Il y a eu beaucoup de points de vue autour de ce discours ou de ces discours du 25 août. La France a quitté la Guinée pratiquement comme si deux couples divorçaient. C'était même pire que le divorce de deux couples. Parce que quand deux couples divorcent, au moins ils se partagent les biens. Mais là, non, la France est partie en détruisant pratiquement tout ce qu'elle avait construit et ne laissant rien aux Guinéens pour leur dire, bon, puisque vous voulez l'indépendance, débrouillez-vous. Mais quand vous regardez le discours, et d'autres aussi l'ont dit, relus calmement, le discours, il n'y avait rien de nouveau. C'était des idées que Sékou Touré émettait déjà depuis bien longtemps. Donc, il n'y avait pas de nouveauté. Ensuite, le discours n'avait rien d'injurieux vis-à-vis de la France. Bon, d'autres ont dit, c'est le temps. D'autres ont dit non, c'est les acclamations de la foule qui était autour, c'est ça qui a irrité le général de Gaulle. Non, mon avis est que ce qui a réellement irrité le général de Gaulle, c'est la réclamation d'indépendance. Il ne le voulait pas. Ce ton-là, ce son, il l'a entendu qu'en Guinée, il ne l'a pas entendu dans les autres. Et c'est ça qui l'a fâché. C'est ça qui l'a fâché parce qu'il ne voulait pas du tout que cette idée d'indépendance transparaisse dans les débats qui avaient cours autour de la Constitution. Chantre de la dignité africaine et de la liberté, Sékou Touré, alors vice-gouverneur de la Guinée française, se défendra de se définir sans la France et contre la France, mais clarifie la position de son pays à la fin de son long discours. Pour résumer la position guinéenne vis-à-vis du projet de constitution qui fera l'objet du référendum du 28 septembre, nous affirmons qu'elle ne sera favorable qu'à condition que la Constitution proclame 1. Le droit à l'indépendance et à l'égalité juridique des peuples associés, droit qui équivaut à la liberté pour ces peuples de se doter d'institutions de leur choix et d'exercer dans l'étendue de leur État et au niveau de leur ensemble leur pouvoir d'autodétermination et d'autogestion. 2. Le droit de divorce, sans lequel le mariage franco-africain pourra être considéré dans le temps comme une construction arbitraire imposée aux générations montantes. 3. La solidarité agissante des peuples et des États associés afin d'accélérer et d'harmoniser leur évolution. Depuis 60 ans, ces passages du discours phare du 25 août sont presque oubliés et effacés de la mémoire collective. Pour certains, ils révèlent de l'intelligence et de la subtilité d'esprit des leaders du moment à déjouer les pièges tendus aux Africains. On a peu appuyé sur les autres parties du discours. Parce que Sékou n'a pas entièrement rejeté l'association avec la France, mais une association conditionnée. Oui, nous pouvons nous associer avec des conditions, notamment celle d'être libre d'en sortir quand le peuple guinéen le sentirait, le voudrait. Cela n'a pas été rapidement accepté jusqu'au moment où les Guinéens avaient à choisir. Et donc, ce choix a été fait et c'est ça qui a été effectif. Bon, et c'est ce qui a été dominant. C'est ce qui est devenu la réalité. Au point que ça a masqué tout le reste, toutes les autres parties du discours. C'est plutôt la pauvreté dans la liberté du discours étincelant de Sékou Touré et l'adresse de Saïfoulaye Diallo traverseront encore le temps pour marquer la détermination des peuples à se défaire de l'oppression coloniale et s'ouvrir au monde libre.
Page noire à la presse guinéenne en deuil avec la disparition de l'un des géants du micro, Mohamed Tondon Camara, journaliste, reporter, animateur et présentateur à la radio nationale. Il est décédé le 19 août dernier, ici même à Conakry. Le doyen Tondon Camara a reçu des hommages de ses collègues travailleurs, des amis et parents ce vendredi à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne avant d'être inhumé dans son village natal dans Dubreka. Que son âme repose en paix. Amin. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Surtout, passez de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.